Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Ibn Jawad de chez Muslim Life. Ici, nous parlons de fitness sans fitna, dans le but de prendre soin de nos corps sans corrompre nos cœurs. Sachez tout d'abord que ce podcast est disponible sur Spotify ainsi que sur YouTube. Wa barakallahu fikum. Bienvenue sur Parole d'expert. Mon invité du jour est Juanito. Il est un coach travaillant notamment pour lanutrition.fr ou encore Fitness Mag. Il est spécialisé sur les TCA et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Souvent, on va retrouver en fait des troubles du comportement alimentaire alliés au culturisme, puisque l'ultra-contrôle du culturisme à travers l'alimentation, normée, on peut dire, va générer des manques, va générer donc des pathologies psychiques. Parce que plus on s'interdit quelque chose, plus cet interdit devient obsessionnel. Clairement. Du coup, c'est pour ça que je t'ai invité. C'est le sujet, Inch'Allah, de ce podcast. Ce sera les troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, je mets aussi un point d'honneur à parler justement de Thierry Soucard, qui est une édition qui est très pertinente. On me demande souvent où se renseigner. La nutrition et Thierry Soucard, c'est de très bons. C'est ça. Voilà, la nutrition.fr est le site de référence en France de la nutrition. Et donc, c'est Thierry Soucard qui est le rédacteur principal et il a créé donc une maison d'édition, Thierry Soucard, où on va récupérer différents livres sur la nutrition, sur le sportif. Il y a des très bons livres et il y a aussi de très bons articles. Donc, toutes les personnes qui me demandent, si j'invite des personnes que je considère comme parmi les meilleures dans leur domaine, c'est justement pour vous donner un peu des pistes et des portes aussi pour qu'ils nous donnent leurs expériences dans leur domaine en particulier. Mais aussi, il y a notamment des livres et des sites qui sont ultra intéressants si vous voulez un petit peu vous renseigner sur certains sujets. Et sur le domaine de la nutrition, moi-même, je prends souvent mes infos sur la nutrition.fr. Donc, n'hésitez pas à acheter un coup. Tout à fait. Du coup, on va commencer. Donc, comme je t'avais envoyé, j'ai donné quelques petites pistes pour pas trop se perdre. Même si, comme d'habitude, on va se perdre, j'en doute pas. Mais c'est la beauté du podcast. Du coup, on va commencer tout simplement en définissant éventuellement qu'est-ce que les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, on peut ajouter un petit bonus puisque tu nous donnais un exemple qui vient de t'arriver là tout de suite, qui vient d'arriver en message. Et je te laisse la parole. Voilà, donc initialement, déjà, il faut définir ce qu'est et ce que sont des troubles du comportement alimentaire, et ils sont multiples. C'est-à-dire qu'on ne va pas rattacher un élément, une brique. C'est un ensemble d'éléments qui forment une pyramide, on va dire, de troubles. Disons que dans le yin et le yang, dans les deux, on va dire, côtés opposés, on va avoir la personne qui est dans l'hyperphagie, la boulimie, sans que ce soit vomitif, et qui va être amené à se nourrir, à alimenter ses émotions, à travers une alimentation très gras, très salé, très sucré. C'est-à-dire qu'on n'est pas addict au sucre, on est addict aux produits qui apportent en fait une alimentation hédonique, avec ce qu'on appelle le terme de palatabilité. C'est l'umami, le gras, le salé, le sucré, l'acide. Eh bien, on va avoir un schéma de réconfort multiple par l'enfance, par un quotidien, par des mauvaises habitudes. Et ça génère donc tout simplement sur cet aspect-là des gros troubles qui amènent à surpoids, qui amènent à l'obésité et qui par la suite peuvent amener des faits ricochets en fait à de l'anorexie, puisque on va être amené à vouloir par la suite rentrer dans des schémas de contrôle, dans le sens où dans un premier temps on prend du poids et de ce poids donc on veut perdre du poids. Et donc, on va passer par soit des laxatifs, soit par des crises vomitives, et on va re-avaler ce qu'on a vomi. Auquel cas, on rentre vraiment dans un schéma, une spirale infernale. Alors, c'est un terme qui m'échappe là, mais on mange non plus par faim, mais purement pour un schéma de remplissage. En général, ces personnes-là ont un très grand profond mal-être, très mauvaise estime d'elles-mêmes, une honte. Font tous ces genres d'éléments en fait en cachette, et c'est une spirale psychologique qui est très dure, puisque au début on ne voit pas, quelqu'un peut être soit boulimique, soit anorexique,
avant qu'elle tende dans le temps, en fait. Puisque si partons dans l'hypothèse, on va rencontrer quelqu'un qui, dans l'hyperphagie et la boulimie non vomitive, à terme, il va prendre beaucoup de poids. Ça peut même en un mois prendre 20 kilos, c'est possible, dans le sens où si on fait des crises de boulimie ou d'hyperphagie très prononcées, le corps n'ayant pas pour habitude d'absorber autant de calories, il va tout stocker puisqu'il ne peut pas les métaboliser. Et l'individu, homme ou femme, va prendre énormément de poids. Même les animaux sont sujets à des crises de boulimie et d'hyperphagie. Ah oui, Faut d'accord. comprendre. C'est pas juste comme ce n'est pas du tout le cerveau conscient qui est actif, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau limbique. On n'est pas du tout sur un schéma de contrôle. C'est ce qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, qui est le circuit en fait de récompense du cerveau, où en fait il y a une sécrétion de dopamine très forte avec des récepteurs de dopamine qui amènent en fait à ne pas pouvoir s'arrêter puisque on n'est pas du tout dans un schéma de contrôle. C'est pour ça qu'il faut créer un environnement favorable à ne pas créer de crise déjà. Pour soigner quelqu'un, c'est ne pas traiter l'alimentation, c'est traiter ce qui amène les crises. Clairement. Et puis à l'opposé, on va avoir l'anorexie en tant que telle, qui est multiple, de par le regard des autres. On va avoir des femmes, par exemple, qui ne veulent plus ressembler à des femmes et qui veulent être, par exemple, très maigres, même invisibles, certainement dû à un viol, des agressions sexuelles, des agressions en toutes sortes, même des agressions au sein du foyer. Et puis par la suite, on peut avoir des personnes qui, en vue de ressembler à des critères de beauté, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais il y a encore une dizaine d'années, on se retrouvait avec des top modèles, même pas des top modèles, parce que ça n'existe plus les top modèles, mais des modèles dans les magazines très fins, très filiformes. Certaines personnes m'étaient même amenées à se retirer des côtes, porter des corsets H24 pour être le plus fin possible. Mais ça ne correspond pas en fait à une femme ni en santé ni à un critère de beauté particulier. C'est juste en fait un schéma subjectif d'un critère de beauté lié à la mode. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes étaient amenées, et hommes aussi, à vouloir être très, très fins, etc. Et engendre automatiquement de l'anorexie, à prendre des laxatifs pour perdre beaucoup de poids, faire des crises vomitives, au vu de contrôler, un, le poids, et de deux, d'être le plus fin possible. Et arrive un moment où on est totalement déconnecté de la réalité des besoins, totalement déconnecté de sens cognitif, de faim, de satiété, de froid, de chaleur, d'énergie globale. Et on est juste concentré sur une chose, la balance, et l'image qu'on peut refléter dans le miroir, qui, elle, est fausse, puisqu'elle passe par le spectre de la maladie. Donc, c'est comme si je t'envoie un SMS, quelqu'un réceptionne cet SMS, et selon son envie, il va envoyer un message gentil ou méchant à toi. Donc, si tu préfères, la maladie multiple, maintenant, dès lors où on ne voit plus l'alimentation comme un rôle de partage, un rôle de survie alimentaire, un rôle gustatif, et on va rentrer dans un rôle où face à soi, on a quelque chose, une vision de quelque chose qui fait grossir, pas grossir, quelque chose qui est bien, qui est mal. Eh bien, on rentre déjà sur un premier step de troubles du comportement alimentaire, puisque on ne mange plus dans un schéma de se nourrir, on va être dans l'ultra-vigilance de contrôler ce qu'on mange pour, par exemple, ne pas grossir, pour, au contraire, ne pas perdre de poids. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en surpoids, mais qui ne veulent pas perdre de poids. Ils s'identifient obèses, qui ni une insulte ou autre, ils s'identifient obèses, cette enveloppe charnelle est une protection, due de nouveau à l'aspect violence sexuelle, violence au sein donc soit d'un couple, non-couple, agression annexe à la famille, etc. Et je préfère, toutes ces blessures psychologiques génèrent soit un besoin de contrôle, quand quelqu'un a besoin de contrôler son poids, c'est qu'il contrôle rien dans sa vie. Peut-être qu'elle a, il ou elle a, cette personne-là, un mauvais travail, peut-être qu'elle est harcelée au boulot et elle a besoin de se réfugier d'alimentation pour se sentir bien. Donc vraiment, les troubles du comportement alimentaire, c'est ni unilatéral, ni une cause, ni une solution. C'est extrêmement multiple. Et beaucoup de personnes qui ont en réalité des troubles alimentaires n'en ont pas conscience. Alors le but, c'est pas non plus de normaliser toute l'alimentation, à structurer tout de A à Z. Il faut garder une liberté, mais il faut avoir dans le temps une certaine justesse d'équilibre entre son rapport de soi à l'alimentation
et d'être amené à avoir même un amour au sein de l'alimentation, dans le sens où tu peux très bien manger, par exemple, un éclair chocolat, cet éclair est extrêmement bon et que ça te fait plaisir, versus avoir besoin de cet éclair au chocolat, sinon tu vas être obsédé par cet éclair au chocolat toute la journée et en devenir désagréable, voire faire même des crises d'hystérie. Donc, et dans ce cas-là, sauter sur tout et n'importe quoi. Donc, tu vois, il y a un grand écart à la même chose. Ce n'est pas forcément ce que tu as mangé qui est problématique, c'est en quoi consiste cette chose-là. Si je pars m'entraîner et que je prends un carré de chocolat parce que j'avais besoin d'énergie, bon, c'est le carré de chocolat, lui, il est neutre, hein, il va apporter de l'énergie en même temps, c'est bon. Mais si je prends ce carré de chocolat parce que je suis seul chez moi et je me sens seul un soir devant la télé ou autre, je ne le mange plus de la même façon. Il n'est plus dans son rôle donner de l'énergie, il est dans son rôle primaire de compenser une émotion, une solitude, un sentiment de chagrin. Donc là, on est sur une alimentation hédonique. Et tu vois, c'est tous ces éléments-là qui sont très disparates et ça demande une certaine, on va dire, un certain recul. Chacun a des troubles distincts, tu vois, et les causes sont multiples. Clairement. Alors, on a parlé de la boulimie, on a parlé de l'anorexie. Est-ce qu'il y a d'autres formes, éventuellement, de troubles du comportement alimentaire qui peuvent exister? Par exemple, lorsqu'on rentre dans un schéma des grignotages où on n'a plus de structure alimentaire, c'est un trouble du comportement alimentaire. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui me disaient, ils sont surpoids, je mange pas grand-chose. Oui, mais si tu manges 30 fois par jour, pas grand-chose, tu manges peut-être 20 fois trop. Clairement. Tu vois, si tu es amené à te lever la nuit et grignoter, c'est pas bon. Donc, ces troubles nocturnes sont des grignotages où tu as des clients qui vont être amenés à 2 heures du matin à se lever pour aller bouffer. Alors qu'ils n'ont pas besoin de manger. Mais c'est plus fort qu'eux. Tu vas avoir des personnes qui, dès qu'ils sont amenés à introduire dans l'alimentation un petit peu de sucre, c'est fini. On les voit plus. Ils vont être amenés à bouffer et à s'intoxiquer même au sucre limite. Donc, alors quand je parle au sucre, on convient bien que c'est des produits sucrés, et non pas de sucre saccharose ou du sucrose ou autre. Hein. Ouais. Ce qui veut dire c'est le sucre de table pour les néophytes. Ouais, tout à fait. On parlait tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire qui peut arriver, on en parlait en off, des troubles du comportement alimentaire qui peut arriver éventuellement aux personnes qui sont amenées à faire du bodybuilding, ce genre de choses. Est-ce que tu peux en parler? Le problème du bodybuilding, déjà, c'est un sport extrême. C'est pas un sport d'équilibre. Ah, c'est très bien que tu le dises. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Une personne qui cherche l'hypertrophie donc maximale de son corps, tu as deux choses l'une. Tu as l'aspect de se dépasser qui est très bien en soi, la discipline de faire les choses qui est très bien en soi, un peu ce schéma d'excellence. Donc tout ça, ce sont des points très positifs chez un sportif de haut niveau qui veut se dépasser. Le problème, c'est qu'on va rentrer dans une bulle où il faut impérativement s'entourer de personnes qui sont similaires à nous, parce que ces personnes-là sont totalement on peut pas dire des pareils à la société, mais si, admettons, tu as invité chez un ami, mais que tu es obligé de prendre ton Tupperware pour manger ton poulet et ton brocoli, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne peux pas aller au restaurant parce que tu ne peux pas sortir de ton alimentation au poil près, c'est qu'il y a un problème. Si tu es amené, par exemple, à manger, on va dire on va parler de chrononutrition, comme un pauvre toute la semaine et comme un roi le week-end, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là vont être amenées à créer un schéma un peu d'orthorexie, à vouloir tout contrôler au point de vue de leur alimentation, sauf que ce n'est pas eux qui contrôlent leur alimentation, c'est leur alimentation qui contrôle leur vie. Et arrive un moment où ils se donnent une liberté qu'on appelle un peu le cheat meal, si on peut dire. Ils vont être amenés à manger tout et n'importe quoi sur un plan de quantité, sur un plan de qualité, et comment ils vont manger. Des gavages, simplement, du gavage, il n'y a pas d'autre terme. Mais ce gavage n'a pas de sens. Ce gavage n'a pas de sens puisque il est préférable de manger tous les jours une petite part de pizza que d'attendre samedi soir pour manger une pizza de 4 personnes. Il est préférable de manger tous les jours un petit peu, par exemple, un petit peu de chocolat au goûter plutôt que d'attendre le dimanche de manger un gâteau complet. Donc, autrement dit, ces grands écarts de comportement alimentaire,
seront initiés par une interdiction et sur, on va dire, un dogme de tout contrôler dans l'alimentation. Donc, ce qui se passe, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être amené à faire l'opposé, c'est d'analyser les besoins, compenser les besoins. Et donc, dans spécifiquement la culture physique, le bodybuilding, le culturisme, on va être amené à créer des troubles du comportement alimentaire par cet effet grand écart où on a une restriction globale dans la semaine. Donc, ce stéréotype de bouffer du poulet, du brocoli et du riz, pour être amené le week-end à se faire du cheat meal, avec des grands écarts caloriques conséquents. Donc, c'est pas une façon très saine de s'alimenter. Il est préférable au quotidien de varier les aliments. Pourquoi? Parce que quand on mange un aliment, on ne mange pas que des calories. On mange des nutriments, des micronutriments, donc protéines, glucides, lipides, mais des vitamines. On va manger des oligo-éléments, des minéraux. Autrement dit, on mange pas que des calories. Et ça, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études de nutrition ou même qui est mal guidé de comprendre que quand on parle d'équilibre alimentaire, on parle pas uniquement de calories, mais on parle d'une entièreté, d'un ensemble. Notre tube digestif qui va de la bouche au rectum, c'est notre système immunitaire à 80%. Donc si, admettons, je n'amène pas des aliments variés, nutritifs et de qualité, mon système digestif ne va pas bien fonctionner, mon système immunitaire ne va pas bien fonctionner. Donc il ne faut pas se limiter aux choses juste de termes calories. Alors aujourd'hui, on a quand même la chance de compenser ces lacunes par des micronutriments, hein, des minéraux, des vitamines, ce qui est très bien. Des compléments alimentaires, tu veux dire? Ouais, ça facilite le fait d'être carencé. Parce qu'on peut très bien manger trop de calories, mais des mauvaises calories, des calories vides, et on se retrouve à être carencé. Carencé en calcium, carencé en certaines vitamines, vitamine C, vitamine B12, ce que tu veux. Et puis après, on génère par la suite donc des maladies ou une déficience de certains systèmes immunitaires. Donc, dès lors où dans la vie, notamment sur un plan alimentaire, on va vouloir contrôler l'alimentation, mais dans l'ultra-contrôle, c'est un pied au trouble du comportement alimentaire, simplement. Alors, quand tu as parlé de cheat meal, donc je vais un petit peu, je vais un petit peu essayer de rebondir là-dessus. Moi, personnellement, je ne sais pas si toi, tu es contre clairement les cheat meals. Moi, je ne suis pas foncièrement contre, mais je suis contre le fait de prendre un cheat meal parce que tu es complètement désemparé de ta nutrition actuelle et que ton menu ne te satisfait pas, et donc que tu vas te lâcher sur le jour que tu as choisi. Je pars du principe que le plus important pour la personne, c'est d'apprendre à en fin de compte, connaître ce que tu aimes et apprendre à cuisiner éventuellement et apprendre à manger des choses saines et qui te plaisent pour être le moins frustré possible. Mais je trouve qu'avoir un moment un petit peu où tu lâches un peu du lest, j'ai vu que ça a de bons effets et j'ai vu que c'est intéressant. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu ton avis là-dessus, puisque de ce que je vois, t'es pas forcément d'accord avec moi. Donc moi, à la base, tous mes clients, j'essaie de leur faire manger de façon la plus proche qu'on appelle le nouveau régime méditerranéen. D'accord? Le régime crétois, tu veux dire, c'est ça? Alors, le régime crétois est un peu différent au point de vue des graisses, au point de vue un petit peu de produits, on va dire un peu plus récents au niveau des céréales. Mais le régime crétois, c'est une version plus ancestrale du nouveau régime méditerranéen. Mais les grandes lignes sont les mêmes, les grands piliers sont les mêmes. Donc le but, c'est de créer un équilibre, que cet équilibre donc alimentaire crée un équilibre psychique et énergétique sur le plan calorique. Et après, ce qui se passe, c'est que par rapport à mes clients, je leur indique de ne pas confondre un écart et un excès. C'est-à-dire qu'admettons, on part sur le régime méditerranéen, et si cette personne-là a envie d'aller dans un restaurant, que ce soit fast-food ou bien un restaurant à volonté ou quoi que ce soit, il y a une différence entre faire juste manger un Big Mac avec quelques frites et manger un Big Mac avec deux Big Mac avec des frites ou des potatoes, avec de la sauce, avec de la glace et une boisson sucrée. C'est-à-dire que là,
il y a l'aspect 1, je vais manger quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger avec des portions en fait alimentaires normales, versus manger quelque chose que j'ai pas l'habitude, mais dans des quantités alimentaires absurdes. Clairement. Donc ça, c'est la différence entre l'écart et l'excès. Et maintenant, on va revenir sur l'écart. Si, admettons, on a un repas de famille le week-end, forcément, un repas de famille, on va avoir tendance, la grand-mère ou la maman est amenée à, voilà, allez, mange mon fils, mange ma fille, regarde comment tu es maigre, etc., etc. Donc déjà, on va conséquence de manger plus. Donc là, on va être dans un écart à manger plus que d'habitude. Mais si je commence à prendre plusieurs verres d'alcool, que ce soit en famille ou hors famille, et que je commence à manger plusieurs fois là, donc me resservir encore et encore, et que potentiellement je suis amené encore à amener à manger peut-être des desserts. Si je faisais qu'un seul repas dans la journée et que c'est ponctuel, potentiellement le corps va se normaliser, il va s'équilibrer. Mais en général, les gens vont être amenés à remanger à côté, etc. Donc du coup, ces écarts, on a du mal à les compenser. Mais le but, c'est essayer de toujours de linéariser, tu vois, comme une petite vague. C'est comme, admettons, tu pars faire un bateau. Il est plus facile de naviguer dans une eau qui est comme ça, plutôt qu'une eau qui est avec des vagues comme ça. Parce que quand il va s'arrêter là, tu vas partir en sucette, tu vois, avec cette vague. Le but, c'est un très bon exemple. Quand on parle sur un Chine 1000, le but, c'est pas d'avoir une piscine toute la semaine, et puis le week-end, en fait, d'être amené à avoir un tsunami. Le but, c'est d'avoir tout le temps, en fait, cette forme de vague, et de temps en temps, ça monte un peu plus haut, c'est pas grave. Après la montée, tu as la descente. Et donc, en faisant ça, tu te normalises les choses, et c'est beaucoup plus simple de trouver un équilibre. Mais ça, on n'est pas du tout, par exemple, connecté à de l'anorexie ou la boulimie, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que, par exemple, juste avant toi, et avant que mon client passe, j'étais avec une de mes clientes que j'ai en Belgique, qui est une ancienne compétitrice de culturisme, et elle était suivie par un gourou, tout simplement, qui l'a amené à créer beaucoup de troubles du comportement alimentaire, qui l'a amené à faire du jeûne, et donc elle ne voit plus sa vie autrement qu'en faisant du jeûne intermittent, et que maintenant, elle, quand elle mange, elle a peur de prendre du poids, et pourtant elle est en surpoids. Mais c'est bien que, tu vois, c'est bien que tu le dises, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, et que dans le milieu, parce qui pour beaucoup est le milieu où tout le monde est en ultra bonne santé, etc., alors que c'est pas du tout le cas. Eh bien, d'ailleurs, tu fais le nom de la tête, les gens le verront pas, mais moi je l'ai vu. Du coup, justement, c'est ces gens-là qui sont pas forcément en ultra bonne santé, voire des fois c'est complètement l'inverse, notamment si on part sur du ultra haut niveau et qu'on parle de dopage. Eh bien, ces gens-là, justement, c'est bien que tu le dises, qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire et que ça arrive beaucoup plus fréquemment que ce que les gens, si je puis dire de la masse, peuvent le croire. Tu vas avoir en fait soit des personnes qui, au point de vue alimentaire, ça les dérange pas du tout de manger tout le temps la même chose, tous les jours. Tu as des personnes comme ça qui ont aucun problème. T'as d'autres personnes qui ont besoin de changer tout le temps, qui ont besoin de recettes, qui ont besoin de changements. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent vraiment dans l'alimentation et dans ce qu'ils mangent un réconfort, soit un partage s'ils mangent à plusieurs. Mais d'ordre général, tu as ce grand écart qui existe. Je te dis, on est 8 milliards maintenant sur Terre, on n'a pas du tout le même profil. Hein. Et la chose étant, c'est que dans le milieu du culturisme, si on passe par un gourou, j'entends quoi un gourou? Une personne qui n'a jamais fait d'études en nutrition, mais qui a acquis une expérience, on va dire, sur l'aspect procédural de je fais une compétition, je mange du poisson parce que le maire lui sait bien ou le colin sait bien, je mange du riz blanc parce que comme ça j'ai pas de rétention d'eau, mais cet aspect-là, ça c'est un trouble du comportement, ça. C'est un trouble du comportement alimentaire par l'ultra contrôle, mais surtout que c'est un contrôle qui repose sur aucun équilibre en fait. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont pouvoir manger comme ça sans problème, mais ces personnes-là qui vont manger comme ça, au final, c'est un pourcentage très faible. Certaines personnes vont souffrir de ça. Et le problème, c'est que on les a tellement convaincus qu'il fallait manger comme ça, que le jour, si admettons, elles partent manger en famille, mais hormis sucer leur pouce, elles peuvent rien bouffer. Il y a des lasagnes sur la table. Ah, ben, je peux pas.
Je peux pas. Si je mange, je meurs. Tu vois? Ouais, c'est ça. Tu vois. Mm. Donc, c'est tous ces éléments-là qui amènent à des troubles comportementaux alimentaires. C'est clair. Donc là, cette jeune femme, là actuellement, il y a une reprogrammation mentale à faire parce qu'il n'y a pas de temps. Eux ont été programmés dans le passé par le fait, voilà, qu'il fallait surtout pas manger ça parce que ça fait grossir. La seule chose qui fait grossir, c'est plus de calories que prévu. Exactement. Il y a que Écoutez bien, écoutez bien, c'est vraiment une règle ultra importante. La seule chose qui vous fait grossir, c'est la balance calorique. C'est tout. Maintenant, forcément, plus tu as une alimentation hédonique, alors l'hédonisme, c'est quoi? C'est le plaisir. Plus tu as une alimentation hédonique et avec beaucoup de palatabilité au niveau de l'assiette ou de chez toi, plus les chances, c'est une corrélation directe, plus les chances de prendre du poids seront importantes. Ouais, plus bah, tu as une sobriété alimentaire. Alors, quand je dis sobriété alimentaire, c'est juste de ne pas avoir plein de biscuits, c'est juste de ne pas avoir de Nutella partout, c'est juste de ne pas avoir des boissons sucrées. Ouais. Plus tu as une sobriété alimentaire, plus les chances de perdre de poids ou de stabiliser le poids dans le temps sera bon. Mais Juanito, on peut avoir comment dire, une alimentation hédonique tout en ayant une alimentation saine. Alors, moi, c'est pas tout à fait ça. C'est que plus en fait, tu travailles ton schéma de récompense alimentaire, plus ton cerveau va avoir besoin de récompense. Parce qu'en fait, c'est comme si, par exemple, c'est le schéma de plaisir d'avoir versus le plaisir de perdre. Enfin, plutôt la douleur de perdre. Si, admettons, tu gagnes 2000 euros par mois, tu dis, c'est bien, je suis la moyenne. 50% de la population française gagne moins, 50% de la population française gagne plus, et tu passes à 2500. Tu vas être encore plus content, mais le jour où tu repasses à 2000 euros, alors que tu as pendant 10 ans gagné à 2000 euros, ben, tu vas faire la gueule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre schéma de récompense, dès lors où tu retires un petit peu, il ne compense pas le schéma d'entrée de plaisir. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu t'habitues au niveau des papilles gustatives, au niveau des capteurs de certains goûts, et lorsqu'ils sont saturés ou lorsqu'ils s'habituent au sucre, tu remarques une chose, quand tu t'habitues au sel, tu ne sens plus le sel. Il faut mettre plus de sel. Quand tu t'habitues au sucre, tu ne sens plus le sucre. Il faut mettre plus de sucre pour ressentir de nouveau l'effet du sucre. Et dans l'alimentation hédonique, tu n'es plus rassasié ou tu n'es plus satisfait du plaisir que tu as. Donc, tu dois rajouter du plaisir. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Donc, la voie de l'alimentation hédonique et la voie de l'alimentation plaisir est une voie qui est, on va dire, très dangereuse pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids. Ouais, clairement. Parce que, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que moi, une règle que j'aime appliquer et que j'aime dire aux personnes que je coach, c'est que le but final, concrètement, c'est que leur menu, c'est-à-dire leur alimentation de manière générale, ce soit un cheat meal. Et ce que je veux dire par là, c'est que leur alimentation, il faudrait qu'ils apprennent en fin de compte ce qu'ils aiment. Encore une fois, on parle que d'aliments sains, évidemment. Quand je dis cheat meal, ça ne veut pas dire qu'ils mangent des glaces à la pistache tous les matins, hein. Mais je veux dire par là que il faudrait qu'ils mangent concrètement des aliments qu'ils aiment. Apprendre par exemple à cuisiner, je ne sais pas s'ils aiment bien par exemple les crêpes, leur apprendre à faire des crêpes qui sont saines, etc. Et en fin de compte qu'ils prennent pas forcément qu'ils prennent plaisir à chaque repas, dans le sens où je ne dis pas non plus qu'il faudrait que tout leur repas soit un bonheur absolu, mais en tout cas que tout leur repas, qu'ils ne détestent pas tout leur repas en fin de compte, et qu'ils apprennent en fin de compte à manger sainement tout en aimant ce qu'ils mangent. Mais j'ai entendu une chose simple. Dès lors où dans ton quotidien, tu as du plaisir dans ce que tu manges, tu n'as pas besoin justement d'aller faire des cheat meals. Ouais. D'accord? Parce qu'en fait, le terme cheat meal, on va le faire l'opposition de une alimentation fade au quotidien qui t'engendre un manque. Et ce manque, c'est quoi? C'est d'aller manger des choses qui te sont interdites. C'est ça que ça veut dire, hein, le cheat meal. D'ailleurs, lorsque je faisais du cyclisme il y a plus de 20 ans, on parlait jamais de cheat meal en fait. C'est vraiment quelque chose qui a été initié par le milieu du culturisme, par le fait de vouloir tout contrôler. Quand tu vois des culturistes des années 80-70, la Golden Area, les mecs, c'était des vrais passionnés, d'accord? Et ils mangeaient donc ce qu'il fallait exactement. Ils faisaient très attention à tout, hein, aux minéraux, aux vitamines, aux oligo-éléments, ce que tu veux. Et
je parle de l'élite. Aujourd'hui, un bodybuilder, c'est régime McDo en réalité, pour Clairement. avoir un maximum de calories, mais avec tous les produits qu'ils prennent, ils Ronnie prennent pas un peu Coleman, de graisse. Ronnie Coleman et sa sauce barbecue à chaque repas. Oui, mais là et encore, là t'es gentil, hein, parce que Ronnie Coleman était quelqu'un qui encore mangeait bien, versus, je parle du régime McDo tout court. Ouais. À vraiment manger en fait du McDo, simplement tous les jours, pour avoir suffisamment de calories, pour pouvoir métaboliser et prendre du poids. Tu remarqueras le nombre incroyable de morts de bodybuilders et l'espérance de vie de bodybuilders, elle est très faible en fait. Mais là, on parle vraiment de choses très extrêmes. Mais pour revenir plutôt sur les personnes générales et de façon générale, dès lors où tu te crées une interdiction, cette interdiction va devenir problématique, tôt ou tard. Tôt ou tard, tu auras un problème avec. Donc le but, c'est de ne pas se créer d'interdit. Par contre, de rester dans l'équilibre qu'on a besoin. Donc si, admettons, quelqu'un a juste besoin d'un équilibre par rapport à des apports d'entrée d'énergie pour rester fit, par exemple au quotidien, moi je calcule pas tout ce que je mange. Par contre, je sais quoi reconnaître ma faim, mon énergie, tu vois, et mon transit, je vois comment je suis. Si mon transit ralentit, j'augmente un petit peu mes fibres. Si je vois qu'admettons, je suis très actif, ben, j'ai augmenté mes apports. Si je vois que je suis hyper sédentaire comme aujourd'hui, où je fais que travailler au bureau, ben, je réduis mes apports, mais sans calculer. Ça, là, par exemple, il est quelle heure? Il est 18h16 ici. Je vais manger peut-être vers 20h30, 20h, 20h30. Je sais que je serai en hypoglycémie. Mais c'est OK avec ça. C'est pas parce que je suis en hypoglycémie que je vais mourir, en fait. C'est juste que j'ai plus assez de carburant dans mon corps. Arrive au moment où je vais faire le plein, je suis sur la réserve. Et si, admettons, je me dis, ben, je mange pas ce soir, va arriver un phénomène dans mon corps où mon pancréas va sécréter du glucagon et je vais être amené simplement à avoir regain d'énergie parce que mon glycogène va être amené dans le sang, ça va réguler. Et si je jeûne encore, eh ben, mon corps va utiliser mes acides gras pour créer des corps cétoniques. Mon cerveau va donc être alimenté de corps cétoniques. Et en plus de ça, tous ces effets en fait de catabolisme vont faire que tout, par exemple, mes toxines dans le corps vont commencer à être détruites par mon système immunitaire. Donc, je vais avoir du bien. Après, est-ce que je vais perdre du poids? Malheureusement, oui. À mon échelle, j'ai pas envie de perdre de poids. Donc, ça sert à rien de jeûner. Mais je veux dire, j'ai confiance en mon corps. Ouais. Et comme j'ai confiance en mon corps, je suis amené à bien faire les choses. Mais alors, justement, le fait d'avoir confiance en son corps, comme tu le dis, je pense que c'est un des points clés des TCA, non? Alors, le TCA passe par le contrôle. Alors, ou le non-contrôle. Quand quelqu'un a une crise d'hyperphagie, elle est dans totalement l'incontrôle. Elle va bouffer sans faim. Sans faim, F-I-N, sans faim, F-A-I-M. OK? Et elle ne s'en rend pas compte. C'est plus fort qu'elle. Lorsque quelqu'un est dans anorexie, soit elle ne mange pas du tout et elle reste anorexique et elle reste sur un plan à contrôler tous ses apports, ou bien elle est dans le schéma de crise de boulimie où elle va se gaver, elle vomit pour contrôler son poids. Ouais. Mais elle va se déchausser les dents, mais elle va avoir des brûlures de sauvage, elle va avoir un tube digestif qui est totalement en fait détraqué, elle va avoir une flore intestinale totalement traquée, son cerveau ne fonctionne plus en plus, puisqu'elle n'alimente pas son cerveau de carburant. Donc je veux dire, ces maladies sont extrêmement en fait problématiques, mais à tous les niveaux, parce qu'elles détruisent des vies. J'ai des coachs, je coach beaucoup de coachs, j'ai des coachs qui sont anorexiques. Ouais. Simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans les deux pieds dedans, par exemple, il faut faire du jeûne intermittent. Donc, je vais rentrer dans le jeûne intermittent. Ah, j'ai perdu 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Parce qu'initialement, ces coachs voulaient perdre un peu de poids. Et ils n'arrivent pas à se sortir de ça. T'as d'autres personnes, par exemple, qui ont été des culturistes. Et en fait, ils ont tellement été dans la privation pendant trop longtemps qu'aujourd'hui, ils sont obèses. Donc, j'avais des coachs, par exemple, qui en coach, ils faisaient 130 kilos. Mais quand tu fais 130 kilos dans la salle de sport. Ah, mais ça, c'est étonnant. Je m'attendais pas quand même à ce chiffre-là. Ouais, tu ne peux pas. Quand tu fais 35 kilos sur la balance et que tu es coach, mais t'as pas de clients. Tu ne reflètes pas le produit. Tu vois, il y a un aspect marketing, quoi qu'il en soit derrière. Par exemple, pourquoi je pars sur mes 38 ans? Et la chose étant, c'est que j'essaie d'entretenir mon corps, etc. Partant d'une hypothèse, demain, je veux faire une compétition de culturisme.
je passe dans le milieu du dopage. Je prends 15 kilos de masse musculaire ou 10 kilos de masse musculaire. Ben, ce nouveau corps que je vais avoir ne va pas refléter, par exemple, le travail que je fais au sein de mes clients sur la santé, sur le fait de prendre soin de soi, etc. Je passerai dans un mode où c'est plutôt des compétiteurs qui vont me contacter pour savoir comment je me suis dopé, par exemple. Tu vois? Donc, autrement dit, je ne vois même pas l'intérêt, sans hors contexte de compétition, et c'est pas quelque chose qui me plaît en plus. Le culturisme de compétition, me foutre en slip et monter sur scène, c'est pas du tout un truc qui me plaît. C'est-à-dire que j'admire la technicité et la culture physique, et ainsi que comment on devient comme ça, mais la finalité de monter sur scène et faire un concours de body ne m'intéresse pas du tout. Et donc, du coup, ces personnes-là qui ont été amenées à être dans l'interdiction très longtemps, eh bien, aujourd'hui, c'est la fête à la maison. Opposé, des personnes qui n'arrivaient pas à perdre du poids, par exemple, tombent dans l'anorexie. Et comme je t'expliquais en tout début, donc, dès lors où une personne a eu, par exemple, dans le passé, donc des agressions sexuelles, agressions physiques ou autres, voit le corps donc comme un objet de souffrance, malheureusement. Et soit on va vouloir être gros, soit on va vouloir être, par exemple, maigre. Mais ces personnes-là, des fois, ne se voient même pas tant que telles. C'est-à-dire que vraiment, quand je dis les troubles comportementaux alimentaires, anorexie, boulimie, ce que tu veux, en fait, c'est vraiment cas par cas. C'est du cas par cas. Ouais. Bah justement, on va directement bifurquer sur le deuxième point que j'avais marqué. C'est du cas par cas, mais du coup, quelles sont les causes alors des TCA? Les causes, je te les ai citées précédemment, en fait, c'est comme je te dis, c'est vouloir contrôler quelque chose dans sa vie. Contrôler le poids, c'est une façon simple. On se pèse sur la balance. Tu as des personnes qui se pèsent plusieurs fois par jour. Ouais. Et selon comment ils sont pesés, vont être amenés même à se faire vomir. Ils vont se repeser après avoir vomi. Et ces personnes-là sont dans une détresse émotionnelle extrême. Tu vois? Récemment, j'ai eu une consultation avec une des clientes qui est en Suisse. L'avantage de travailler à distance, c'est que j'ai des clients partout dans le monde. J'étais avec une cliente en Suisse, on a travaillé ensemble en 2019, et elle a interagi avec une publication que je lui ai faite cette semaine sur les troubles du comportement alimentaire. Et donc, je lui ai envoyé un petit message via WhatsApp, savoir comment elle est bien, si elle est bien. Et dans la finalité, elle venait de se séparer. Et pendant 2 ans, elle avait vaincu la maladie de l'anorexie, parce qu'en fait, elle prenait du poids et elle voulait être belle pour son copain. Et le jour où son copain, en fait, s'est séparé d'elle, la maladie est revenue en 24 heures. Ouais, clairement. Ouais, ça En 24 heures, à avoir peur de manger pour grossir, arrêter de manger, justement, etc., se trouver grosse, alors que pendant 2 ans, comme son énergie était concentrée à plaire, tu vois, eh bien, son focus, son attention, eh bien, n'était plus, en fait, sur l'aspect de maigrir. Par exemple, là, tu vois, j'ai un appareil photo, cet objectif, là, j'ai un écran. Lorsque je l'allume, et via ici, j'ai donc un viseur, d'accord? C'est un viseur électronique. Et ce que je veux voir dedans, c'est un objectif, ça, c'est ma cible. Si ma cible, je suis totalement obsédé, admettons, par ce que je vois, je vais plus rien voir autour. Et donc, là, sur les temps, c'est que dans la vie, il faut savoir prendre du recul. Et une personne qui est malade, notamment en anorexie, n'arrive pas à prendre de recul. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir quelques pensées résiduelles de raison, mais comme le cerveau déjà est en souffrance parce qu'elle mange pas assez, elle n'a pas la réflexion de se poser les bonnes questions. Et dans tout changement, tout trouble du comportement alimentaire, on se pose de mauvaises questions. On se pose pas les questions, qu'est-ce que j'ai besoin comme alimentation? On va plutôt se poser la question, est-ce que je vais grossir en mangeant ça? Ouais. Donc ça, c'est notamment un des problèmes. Donc, et les causes sont amenées à, je dis, stimulation extérieure. Si quelqu'un te dit tous les jours, ah putain, qu'est-ce que t'es maigre, tu vois, et puis progressivement, elle va prendre du poids. Si tous les jours on te dit, putain, t'es gros comme une baleine, progressivement, tu vas tomber potentiellement dans l'anorexie. Tu verras que dans le début du building, notamment dans certaines personnes qui se dopent, sans forcément faire la compétition, ou qui font la compétition, et bien qu'est-ce qui se passe? Ce sont par exemple soit des anciens anorexiques, soit des personnes qui étaient obèses.
Donc, la stimulation extérieure, négative, d'accord? Donc, on peut appeler ça du conditionnement mental négatif, malheureusement, génère en fait des troubles psychiques. Et le problème, c'est que un des éléments dans lequel on a le plus de liberté dans la vie, c'est quoi? C'est ce qu'on mange. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de chasser, on n'a pas besoin de cueillir, on a tout. En fait, j'appelle là. Oui, bonjour, tu me livres une pizza? Ok. Oui, mais tu as déjà mon compte. T'as ma carte bleue? Mais très bien. Donc en fait, en 2 secondes, j'ai commandé 4000 calories. Ouais. Ça m'a pris aucun effort pour les avoir. Mhm. Donc l'alimentation, comme c'est un élément qui est très simple à avoir, c'est pour ça qu'il y a autant en fait de dérives là-dessus. Si, admettons, on était un pays en guerre et que mon problème existentiel était juste de survivre, tu crois que j'aurais des troubles du comportement alimentaire? Ouais, clairement. Est-ce que tu crois que je me poserai la question si je suis un homme ou une femme? Mhm. Est-ce que tu crois que je suis en train de me poser une question? Est-ce que j'ai envie d'un tatouage ou pas? Mhm. Est-ce que tu crois, je me poserai la question, est-ce que je préfère les lentilles que le quinoa? Mhm. Est-ce que je suis vegan ou pas? Tout ça, ce sont des problèmes de riches. Clairement. C'est tout. Clairement, Et clairement. quand on est dans l'abondance à tous les niveaux, il faut qu'on se crée des problèmes. C'est ça. Mhm. Et maintenant, le problème, c'est que des fois, c'est pas si simple quand nous créons des problèmes. Eh bien, c'est pas si facile que ça, en fait, de les résoudre. Concernant l'obésité, est-ce que tu penses qu'il est possible d'être obèse sans TCA? Est-ce que tu penses que c'est automatiquement lié? Quand tu es obèse, vraiment, tu es parti dans un extrême au niveau du poids. D'accord? C'est-à-dire que tu as entretenu, c'est extrêmement rare, comme je te disais, de prendre 20 kilos un mois. C'est que quand tu étais enfant, tu as les parents qui te disaient, allez Thomas, resserre-toi, finis ton assiette. Tu Écoutez vois? bien ça, écoutez bien. D'ailleurs, Sois amené à te il faudra en resservir. parler de ça. Sois amené à te resservir. Regarde comme tu es maigre. Regarde comment ton père est fort, alors qu'il est obèse. Donc, autrement dit, déjà, on va éduquer l'enfant à un comportement obésogène. Mhm. On ne l'apprend pas à écouter ses signaux physiologiques de faim et de satiété. On est amené à l'inculquer un comportement alimentaire qui malheureusement est pas bon. Mhm. Écoutez bien ça. Ça serait bien qu'on fasse une petite parenthèse, parce que je l'avais pas écrit, mais en fin de compte, c'est ultra lié sur, en fin de compte, les parents et les enfants. C'est-à-dire, comme tu as dit aujourd'hui, c'est quelque chose et notamment qui est très vrai, je sais moi, dans mon pays qui est le Maroc. Euh, on a tendance à resservir énormément les enfants alors qu'ils n'ont absolument pas Bien faim sûr, c'est et à culturel. les faire manger. Ouais, C'est ça, bien culturel. sûr. C'est Mais uniquement même, je culturel. pense, j'ai une petite théorie là-dessus qui m'est personnelle. Je pense que c'est vraiment très lié au fait que, à l'époque, justement, la calorie était bien moins disponible. Et donc, les enfants, plus ils mangeaient, et entre guillemets, mieux c'était parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir éventuellement les calories le lendemain, quoi. Mais, euh, mais du Tout coup, à fait. qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Et est-ce que tu pourrais éventuellement conseiller les parents sur comment bien se comporter avec avec la nutrition, notamment pour éviter du coup des troubles du comportement alimentaire aux futurs enfants, quoi. C'est triste ce que je veux dire, mais c'est une cause perdue. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait eux-mêmes, dans leur plus jeune âge, qu'ils aient été sensibilisés à ça. Ouais. Mhm. Je pense qu'ils ne le sont pas. Mhm. Donc ça veut dire en réalité qu'il faudrait peut-être à l'école ou Ouais, quelque clairement. part Clairement, être clairement. amené en fait à éduquer l'enfant à ça. Chose, la chose étant, c'est que il va être obligé de trouver des solutions, Mhm. d'accord? Mais en général, lorsqu'un individu X ou Y n'a pas de problème, bien, il n'a pas besoin d'essayer de chercher n'importe quel contexte de solution. Tu comprends? Donc, ce qu'il y a, c'est que là, on se retrouve dans une situation très, très délicate dans laquelle on va avoir des enfants qui sont éduqués malheureusement mal. Je vais te raconter une anecdote dans mon entourage. Il y a une maman et sa fille, donc la maman se trouvait un petit peu grosse, donc était tout le temps en train de se dire ah je me trouve grosse, je me trouve grosse, je me trouve grosse.
Elle n'était pas grosse. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'elle pouvait faire un peu de sport pour se raffermir. Mais le problème, l'enfant qui a 7-8 ans, lui n'entend que ça. Et donc cet enfant même va se dire, mince, je me trouve grosse aussi. Mm. Et donc elle va dire à maman, maman, non, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de manger. Non, mais j'en veux pas. Pourquoi? Maman n'arrête pas de dire qu'elle est grosse alors qu'elle ne l'est pas. Et donc l'enfant lui-même, il se voit dans la glace, il n'est pas idiot. Et il va se dire lui-même, mince, moi aussi j'ai un problème de poids. Mm. C'est ça. Tu vois? Donc ce qui se passe, c'est que l'aspect ne fais pas ce que je te dis, fais ce que ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Mm. C'est partout en fait. Et là, par rapport à l'alimentation, ben, tu te retrouves à une situation dans laquelle où le parent va avoir un certain comportement, l'enfant ne fait que copier ce comportement. Mm. Là, par exemple, j'ai une jeune fille là qui est coach, qui est anorexique, donc elle a arrêté de travailler. Euh, Elle est donc dans une pente très délicate où elle a beaucoup de mal à remonter. Et en effet, ben, ses parents eux-mêmes étaient amenés à être anorexiques. Ce qui fait Ouais. elle a été nourrie d'un comportement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a été programmée. Si, admettons, ton ordinateur est programmé en français ou en anglais ou en russe, et que tu n'as pas la bonne mise à jour, ben, il va rester programmé en russe. Mm. Et il faut trouver la bonne mise à jour, l'installer, tu vois, et se réhabituer au nouveau écosystème pour être amené à dire, ah, ok, là, c'est bon. C'est bon, j'ai le bon truc. Tu vois? Mm. Donc, ce qui se passe, c'est pas si simple que ça. Les choses ne sont jamais si simples que ça. Il y a toujours des détails qui sont délicats, il faut les trouver, il faut être amené à, à comprendre la situation de chacun. C'est pour ça que quand je suis au téléphone, par exemple, avec mes clients, je leur pose des fois des questions très personnelles Bien sûr. pour essayer de comprendre pourquoi ils ont été amenés à avoir tel ou tel problème. Bien sûr. Certaines personnes s'ouvrent, d'autres personnes ne s'ouvrent pas, donc si elles ne s'ouvrent pas, je ne peux pas trop les aider. Enfin, je ne peux pas comprendre la genèse de leur pathologie. C'est ça, exactement. Tu vois. Et quelqu'un qui est obèse, eh bien, l'enfance est très important sur un schéma d'éducation ou autre. Mais qu'est-ce qui est très important aussi? Les gènes. Si, admettons, on appelait ça les gènes du gros. Gènes du gros, c'est quoi? C'est quelqu'un, un organisme, qui a une capacité très facile à stocker de l'énergie parce que ses ancêtres étaient dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de calories. Donc, si ces ancêtres-là n'avaient pas pu stocker de l'énergie, ils seraient morts. Donc, les gens qui sont restés, donc sélection naturelle, étaient des individus qui avaient une capacité très simple et très bonne de stocker de l'énergie. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que eux sont les descendants de ces personnes-là, et donc eux-mêmes, s'ils n'ont pas le même comportement de vie que leurs ancêtres, ils deviennent gros. Donc si, admettons, leurs ancêtres étaient pêcheurs, étaient agriculteurs, étaient chasseurs, et que eux-mêmes n'ont pas une bonne activité physique, c'est fichu, c'est fini pour eux, c'est fichu, tu vois. Donc il y a tout ça que les gens ne pensent pas, cet aspect génétique. Et puis après, ce qui se passe, c'est que lorsque l'aspect génétique est là, il y a un autre aspect qui rentre en jeu, c'est la flore intestinale. C'est pour ça qu'il existe en fait des cultures saines, par exemple, de bactéries, de sels, qui peuvent être donc, on va dire, introduites chez un patient malade ou obèse, et cette personne-là va perdre du poids. Parce que ta flore intestinale, tu as 10 fois plus de bactéries dans ton corps que tu n'as de cellules. Tu as 10 puissance 13 bactéries dans ton corps. Et donc, si tu préfères, si, admettons, tu as une flore intestinale obésogène, eh bien, tu es amené à stocker plus d'énergie. Si ton tube digestif final, il est plus long qu'un autre, tu as une meilleure capacité à stocker l'énergie, etc., etc. Donc, on peut pas se dire, ah, la personne est obèse, il a un trouble comportement alimentaire. On peut très bien manger très sainement et prendre régulièrement du poids parce que notre corps a une super faculté à stocker l'énergie. Mais on ne dépense pas assez par rapport à ce qu'on consomme, sans pour autant avoir de troubles comportement alimentaire. Tu vois? Pour Donc, synthétiser, il y a des personnes qui ne pourront jamais perdre de poids. en gros, on peut dire que certaines personnes ont plus de facilité à prendre du gras que d'autres, mais la réalité absolue reste la même, celle, encore une fois, c'est ce qu'on a dit au début, de la balance calorique.
la balance calorique, mais lorsque tu es amené à manger 1000 calories et que ces 1000 calories te font quand même stocker du poids, tu ne peux pas perdre de poids. Tu ne dois pas être amené à jeûner un jour sur deux. Exactement. Et tu as des personnes, par exemple, regarde le peuple maori. Le peuple maori, ses ancêtres étaient uniquement des pêcheurs et des personnes qui étaient amenées à avoir une dépense énergétique énorme. Et donc, du coup, comme ils avaient peu admettons, de ressources externes, ces personnes-là avaient une capacité incroyable à stocker l'énergie. Donc, ce qui découle que, peu de calories autour, plus beaucoup de dépenses. Donc, ils avaient des gènes d'économie de calories. Et ce qui fait que maintenant, par exemple, quand tu vas donc en Nouvelle-Zélande ou autre, ben, les ambulances sont des ambulances renforcées pour des individus qui font 400 kilos. Parce qu'ils ont une alimentation américaine avec du fast-food, sauf qu'ils ont les gènes de leurs ancêtres. Tu comprends la complexité? Clairement, ouais. Clairement. Est-ce que du coup, tu pourrais nous informer un petit peu des effets que peuvent avoir les troubles du comportement alimentaire? Qu'est-ce que ça a comme effet sur le court, le moyen, le long terme? Dis-moi tout. On en a parlé tout à l'heure. Au-delà de la prise de poids ou de la perte de poids qui amène soit la mort, tu peux très bien être anorexique et mourir de ton anorexie. Après, le problème, c'est que tu te déstabilises et tu détruis ta vie. Tu ne peux plus travailler, tu n'as plus de force, tu es amené à te déstabiliser, tu as beaucoup de disputes potentiellement avec la famille, ou bien, donc quand je dis famille, c'est au sein même du cocon familial. Donc autrement dit, c'est une catastrophe sociale, et puis ces personnes sont extrêmement seules. Et inversement, des personnes obèses, le problème, c'est que dans notre culture, une personne obèse, c'est une personne qui est fainéante, c'est une personne qui prend pas soin d'elle, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans une civilisation occidentale où on a trop de calories. Donc la personne qui est obèse est une personne qui ne fait pas grand-chose, tu vois. Alors que si on va en Chine ou on va par exemple en Afrique, une personne qui est obèse, une personne, waouh, elle est riche parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc la même personne, selon là où elle va être soit une personne incroyable, soit une personne fainéante et obèse, tu vois. Donc pourquoi ici on l'attribue comme ça? Mais parce qu'en fait, on a tout de trop. On a tout en trop ici. Alors que là-bas, ils ont rien en trop. D'ailleurs, on leur prend. Quand on part sur un pays populiste comme la Chine, si tu es en surpoids, c'est que tu es une personne importante ou bien tu as beaucoup d'argent pour le restaurant, pour ceci, cela. Alors aujourd'hui, cette caricature est un peu moins vraie, mais il reste encore de la justesse là-dedans. Donc, ce qui se passe, c'est que l'obésité amène à un clivage social. L'anorexie amène à un clivage social. En fait, il n'y a rien de bon. Il y a rien de bon à tout cela. C'est sûr. C'est sûr. Les effets, en vérité, elles sont vraiment multiples et en plus de ça, elles sont vraiment propres à chacun aussi parce que, comme tu as dit, en fonction de l'endroit où tu es, en fonction aussi de ton hygiène de vie, en fonction de beaucoup de choses, les effets, en fin de compte, peuvent changer. Mais alors, du coup, je rebondis sur le point que j'avais écrit après. Et du coup, je pense que ce sera plus ou moins le nerf de la guerre de ce podcast. Comment on combat les TCA? Des thérapies du comportement, simplement. Là, par exemple, avec ma cliente belge tout à l'heure, on faisait un travail thérapeutique sur associer des idées sur l'image qu'elle va avoir sur l'alimentation, un travail sur les émotions. Par rapport à une fille qui va être, par exemple, en boulimie ou qui est obèse, on va faire un travail profond sur les émotions, un travail profond sur son comportement, sur la gestion de son quotidien. Tous ces éléments-là, en fait, demandent un travail thérapeutique. C'est pas un régime alimentaire qui change le problème, c'est une modification de la perception des choses et une modification du comportement de l'individu au quotidien. Donc, ça demande de connaître la personne, de connaître la genèse de la pathologie, de la genèse des troubles qu'elle a, et à partir de là, de travailler dessus, de telle sorte d'approfondir des solutions. Est-ce que tu peux un peu plus rentrer dans le détail? Par exemple, une personne qui est obèse, ça serait quoi une thérapie, justement? Déjà, il faut comprendre pourquoi elle est obèse.
j'ai certaines personnes qui sont incapables de perdre du poids. Ils ne pourront pas perdre du poids. Parce que l'effort qu'ils ont à devoir, par exemple, préparer à manger, c'est incroyable. L'effort de ne pas manger une pizza complète, c'est incroyable. L'effort d'être amené à aller faire du sport, c'est incroyable. Le regard de l'autre. Ou bien tout simplement de se dire, j'ai besoin de manger et de manger grande quantité, etc. Donc, c'est tellement multifactoriel, plurifactoriel, qu'il n'y a pas une solution. Quand quelqu'un, par exemple, toi, tu dis, je dois perdre du poids de façon cohérente, je vais être amené à faire attention à l'alimentation au quotidien, je vais augmenter mes dépenses, je vais réguler tout. Parce que tu n'as pas de problème, en fait. Ouais. La personne qui est obèse, à faire un effort un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour, elle va bouffer tout et n'importe quoi. Ouais. Et elle va dire 1 kilo de plus, 1 kilo de moins, ça va pas se voir. Toi, tu te dis une personne entre guillemets normalisée, ça n'a pas de sens. Penser comme ça. C'est comme si quelqu'un n'a pas un sou dans sa banque, dans son compte, il est en négatif de 500 euros et il va dépenser 1000 euros dans une télé. Il dit, bon, 500 ou 1500 euros en négatif, c'est pareil. C'est un très très bon exemple que tu as donné. Ouais. Et c'est exactement pareil. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont ce qu'on appelle dans le déni. Parce que dans la courbe en fait du changement, tu as des phases de déni, des phases de colère, des phases d'acceptation. Et après, tu as une renaissance. Mais certaines personnes ne dépassent pas la phase de déni. Il y a la colère et il y a le désir de changement, mais ils ne traversent pas ces changements-là. Et donc, comme ces épisodes ne changent pas, il n'y a pas de résultat. Donc, tu veux dire par la phase de déni que la personne dénie être obèse? C'est ça que tu veux dire? Ouais. J'ai des personnes qui faisaient, admettons, 1m60 pour 100 kg ou 90 kg, et ces personnes-là se convainquaient au final de ne pas avoir de problème de poids. Ouais. Et c'est dû à quoi ça? Comment c'est possible? Oui, comment ça se fait? c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Ouais. Il n'y a pas de raison en fait derrière ça. D'accord. C'est comme ce qui se passe, c'est que ton cerveau en fait fait tout le temps des erreurs, tout le temps. Il fait tout le temps plein d'anomalies. Mais en fait, il marche suffisamment bien pour que tu restes en vie. Ouais. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Et après, donc comme il a une tolérance à l'erreur qui est énorme, le cerveau. Par exemple, quelqu'un qui a un cancer des poumons, il continue de fumer. Tu trouves ça normal? Absolument pas, non. Et pourtant, j'en connais moi-même un. Ouais. Tu vois? Une personne, tu lui dis, admettons, si tu continues de manger comme ça, on va t'amputer les jambes parce que tu es diabétique. Il va continuer de manger comme ça. Et puis il dit, bon, c'est pas grave, hein, je suis en fauteuil roulant. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est clair. C'est clair. Tu comprends? Non, ce qui se passe, c'est que une personne qui est obèse, il y a une autre version, comme il y a un peu une schizophrénie. Il y a une version d'eux-mêmes qui veulent se soigner, mais la version d'eux-mêmes qui ne veut pas se soigner est souvent plus forte et plus puissante et parle plus fort que la version d'eux-mêmes qui veulent se soigner. Ouais. Et du coup, ils restent malades. Ouais. Il y a un petit peu ce schéma de schizophrénie. C'est justement ce que je disais à une personne que je coach depuis hier. Hier, on a eu le premier entre guillemets rendez-vous et je lui expliquais ça, c'est que justement, comme tu le dis, il y a une schizophrénie et la personne en vérité, elle ne veut pas vraiment sortir de sa zone de confort. Et souvent, si elle veut pas sortir, quand je te parle de zone de confort, je veux dire par là le fait de se complaire dans son alimentation et éventuellement faire quelques changements, notamment un rééquilibrage alimentaire, etc. Et souvent ces personnes-là, elles sont comme ça parce qu'en vérité, de manière empirique, j'ai remarqué que ces personnes-là, elles n'ont pas leur, par exemple, obésité, parce que moi j'ai traité beaucoup d'obèses, son obésité ne la dérange pas tant que ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, lorsqu'on va en parler et lorsqu'elle va être devant le fait accompli, c'est-à-dire devant le miroir, etc., ça va la déranger énormément. Lorsqu'elle va faire du sport, ça va la déranger énormément. Lorsqu'elle va sortir, mettre un vêtement qui lui plaît, mais que ça le sert trop et qu'il se sent pas beau avec ça, etc., ça va la déranger énormément. Mais ça ne la dérange pas au point que qu'elle a envie de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que sa zone de confort actuelle lui, lui plaît plus que le fait de faire des efforts et en fin de compte de changer notamment dans le domaine de son hygiène de vie. J'ai notamment vu ça avec un psychologue en fait. C'est un psychologue et un sociologue aussi qui m'avait démontré ça et j'ai trouvé ça très pertinent. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est simple. Dès que la douleur psychique du changement est supérieure à la douleur psychique C'est ça. de l'aspect existentiel de l'individu, il n'y a pas de changement. C'est ça, exactement. Donc, si l'inconfort du changement, parce que ces personnes-là, en général, c'est très dur ça, se confortent rarement à l'inconfort. Mm. Pourquoi quelqu'un triste va être amené, par exemple, à bouffer? C'est parce qu'en fait, elle n'a pas l'inconfort de se dire, je vais aller courir, je vais aller faire du sport, je vais faire une activité créatrice, je vais faire du chant, je vais faire de la peinture, je vais faire de la lecture, je vais faire de la méditation, je vais faire de la respiration, etc., etc. Elle va au plus simple. Ouais. Elle va au plus simple. Et donc, du coup, elle se crée, en fait, pourquoi on attribue la fainéantise à l'obésité? Mhm. Pourquoi, d'après toi, pourquoi on attribue la fainéantise à l'obésité? Comme ça, j'ai pas forcément de théorie. Lorsque tu es amené à devoir faire, par exemple, quelque chose, admettons une activité, eh bien, j'ai remarqué une chose, c'est que des personnes qui étaient plus en surpoids ou en obésité avaient plus de mal. Parce que plus tu es amené à laisser à demain quelque chose, donc à être amené à procrastiner, plus dans ton cerveau, tu as des zones qui se développent à repousser à demain les choses. Ouais. Mm. Et donc, c'est pour ça que quand on parle un peu de fainéantise, il y a cet aspect-là que j'ai remarqué. Mm. D'accord? Ouais. Alors, il n'est pas blanc et noir ou jour et nuit par rapport à une autre personne, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de cela. D'accord? Mhm. Mais la chose étant, c'est que l'aspect de déni est très puissant et l'aspect d'inconfort du changement est très puissant. Et donc, du coup, si la douleur psychique du changement est trop important, tu vois, eh bien, ça ne marche pas. Ouais, c'est Une chose exactement très ça. simple, et même ça demande un effort, donc c'est pas sûr qu'elles le font. Des personnes, je leur demande de noter ce qu'elles mangent pour commencer à changer les choses à partir de ce qu'elles mangent et Mm. non pas vouloir les moudre à un mode alimentaire. Eh bien, même ça, sache-le qu'elles le font pas. Ouais. Mm. Ouais, ça D'abord, m'étonne pas. juste de noter ce qu'elles mangent, en fait. Parce Mm. que l'inconfort de faire quelque chose est tellement puissant et relève, pardon, d'un effort psychique et d'un effort procédural que c'est trop dur. Et donc, Mm. ces personnes-là ne le font pas. Alors que il n'y a rien de compliqué de noter ce qu'on mange. Clairement. Il n'y a rien de compliqué. Mm. Par contre, il y a cet aspect de déni, et de deux, c'est pas j'ai oublié. On peut pas oublier de noter ce qu'on mange. Mhm. C'est juste Ah, qu'il y a un inconfort à le faire Mhm. et le faire régulièrement pour avoir un bilan global de ce qu'on mange, tu vois. Et lorsque des fois, par réussite, je pouvais avoir le résultat de ce que les personnes mangeaient, pas de mentir, j'étais outré de ce qu'elles mangeaient. Ouais. Des gaufres, des pizzas, des glaces, mais tout dans la journée. Je me suis Mm. dit, mais qu'est-ce qui t'a amené à manger tout ça, hein, alors que la personne avait 40 kilos à perdre? J'avais envie. Mm. Donc il y a cet aspect envie, besoin. Mm. On ne mange pas par rapport aux besoins. Comme on peut manger ce qu'on veut parce que c'est un luxe, on est dans un pays de riches, on mange que dans l'envie. Que Mm. hédonisme. Que hédonisme. Mais quand on tombe les deux pieds dedans, c'est très rare d'avoir une alimentation hédonique à 100% et de ne pas avoir de problème avec l'alimentation. C'est clair. C'est clair. Alors,
parce que j'aimerais bien bifurquer sur le dernier point que j'avais marqué, qui est la motivation et la discipline dans la nutrition. Mais avant d'y aller, puisque en vérité, c'était de ça qu'on parlait là tout de suite, je voulais juste, en fait, je voulais pas finir ce podcast avec toi sans donner des pistes pour que les gens puissent pouvoir travailler d'eux-mêmes, en fin de compte. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui souffriraient éventuellement de troubles du comportement alimentaire? Et déjà, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller aux personnes justement qui ont ces troubles-là? Et les gens qui ne savent pas s'ils en ont ou pas, est-ce que tu pourrais les conseiller aussi? J'avais ces deux questions-là, je voulais te les poser. Si tu préfères, il y a en effet des personnes qui ne savent pas qu'ils souffrent de troubles du comportement alimentaire. Ouais. Des personnes qui font en général de l'hyperphagie. J'ai remarqué, pas des gens qui sont anorexiques. Alors là, j'aimerais bien juste qu'on explique ce que c'est que l'hyperphagie, parce que je pense que là, on va parler notamment à des personnes qui n'ont foncièrement peut-être aucune connaissance. Donc, Une personne qui va manger de façon donc une crise d'hyperphagie vont être amenées à manger des quantités alimentaires absurdes, sans fin. Et donc, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est une alimentation qui est typée hédonique et en compensation d'un manque affectif, une séparation, etc. Et donc, si c'est juste ponctuel, pas de problème. Si ça commence à se répéter, il faut pas que ça tende vers la boulimie, et encore moins boulimie vomitive. Après, il y a aussi des personnes que je connais personnellement qui sont anorexiques parce qu'en fait, ils concentrent leur vie tout autour de leur poids. Elles vont se refuser de manger. Si elles ont dépassé 50 kilos, elles vont se refuser de manger. Il faut pas dépasser 50 kilos. Quel que soit un poids, masse maigre, masse musculaire, masse squelettique, masse graisseuse, on s'en fout. 50 kilos, c'est le, tu vois. Donc, qui elles vont se peser aux États-Unis avec une balance qui est en LBS, elles sont embêtées. Ouais. Tu vois. Donc, il y a cette réalité-là absolue. L'aspect de dans ma vie, j'étais à cet aspect-là, je faisais 50 kilos, c'est mon poids de forme. Quel que soit, je sois enceinte, pas enceinte, que je fais il faut 50 kilos. Anorexie mentale. Donc, elles le savent pas. Donc déjà, c'est embêtant quand tu sais pas que tu es malade de soigner. C'est ça. Donc ça, ces personnes-là, tu peux rien faire. Ouais. Et puis tant qu'elles sont dans le déni d'accepter qu'elles sont malades, je peux te dire que quand je leur parle, elles sont pas malades. Ouais. D'accord. Je confirme. Et donc, elles vont être amenées à sauter des repas, etc. Et opposé, les personnes qui vont être amenées à faire des phases d'hyperphagie, idem, ces personnes-là, non, voilà, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Très bien, fais ce que tu veux. Tu vois. Mais si tu as pris 5 kilos, c'est pas la peine de passer maintenant pendant un mois à rien bouffer ou manger que des brocolis. Et puis dans 2 mois, tu reviens, j'ai repris 5 kilos. Ouais. Tu vois. Ouais, donc en fait, il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Il n'y a pas de solution. Ouais. En fait, comme c'est un problème qu'on se crée soi-même, c'est pas là. C'est pas quelque chose qui vient. C'est pas un météorite qui nous tombe sur la tête et on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un bunker. Tu vois. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelque chose que nous gérons à travers nos émotions et que nous créons. Et après, c'est quand on a besoin d'aide qu'il faut aller voir un thérapeute. Ouais. Malheureusement, je suis arrivé à la même conclusion que toi, mais je me disais que peut-être que voilà, quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que moi dans les TCA avait peut-être. Il faut que la personne sente le besoin, donc elle va voir un spécialiste. La chose étant, c'est que quand tu as juste fait des études en nutrition, tu ne peux pas aider quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Parce que le problème, c'est pas en lui disant j'aimerais que tu manges un peu moins de pain, que tu fasses attention aux produits laitiers s'ils sont pas de bonne qualité, et que tu fasses attention, par exemple, si tu as mal aux intestins, de manger moins de gluten. Là n'est pas le problème. Alors, on parle plus de la même chose. Hein. Non, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec la nutrition en fait. Et donc, à travers ça, il faut être amené à jauger les choses, etc. Tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir quasiment avec l'alimentation. Là, par exemple, la fille qui est en Belgique ne savait pas qu'elle souffrait de troubles du comportement alimentaire. Pour elle, c'est juste qu'elle avait un problème à perdre du poids. Ouais. Mais en fait, non, elle souffre de troubles du comportement alimentaire, à vouloir jeûner absolument, à ne pas pouvoir manger au restaurant avec des amis, à se créer des interdictions alimentaires, et dès qu'elle n'est pas bien, elle fait des crises d'hyperphagie.
Elle ne savait pas qu'elle avait des troubles du comportement alimentaire. Tout simplement. Ouais, Quand tu ne sais pas que tu as un problème, pourquoi tu vas te soigner? c'est ça. Tu vas te soigner contre quoi, en fait? C'est ça. Donc, c'est que l'expérience. C'est pour ça que quand on a des TCA, ça sert à rien d'aller voir un coach qui a 20 ans. Il ne sait rien, en fait. Mm. Il ne sait rien. C'est pas la peine, en fait, de lui demander. Mm. Tu vois? Il faut qu'il ait coaché des centaines, voire des milliers de personnes pour très vite percevoir et pas perdre de temps dans Exactement. l'avancement thérapeutique. Exactement. Ah, je suis complètement d'accord. Écoute, du coup, la deuxième partie de ma question, c'était les gens qui ont des TCA, qui savent qu'ils ont des TCA, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Et bien d'avoir le courage de vouloir se soigner. Ouais. Ça demande du courage. Ouais. Tu vois? Et si tu n'as pas le courage de vouloir te soigner, le problème, c'est que tu restes dans ton marasme et tu restes en fait dans ta maladie et tu n'avances pas. Tu vois? Et comme tu n'avances pas, tu es amené à faire du surplace dans tous tes problèmes et ces personnes-là, au final, vivent X années à gaspiller ces années de vie à faire tout n'importe quoi. Mhm. Tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Elles gaspillent leur vie. On a 30 000 jours à peu près en moyenne à vivre sur Terre, ce qui correspond à 80 ans. Imagine maintenant si pendant 5 ans, tu es amené à souffrir de troubles du comportement alimentaire. Donc, autrement dit, tu es un peu esclave de ton corps. C'est compliqué. Mm. Compliqué. Tu vois? C'est sûr. Donc, la chose étant, c'est qu'il faut avoir le courage de vouloir changer. Il faut avoir le courage d'accepter que peut-être ça ne va pas, qu'on est malade. Et après, le courage de vouloir changer. Tu vois? Si ces personnes-là ont la volonté de changer, est-ce que tu penses qu'elles peuvent changer par elles-mêmes? C'est quelque chose de faisable. Et c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Alors, ça a des traits de caractère. Ouais. Et ça va être vraiment des personnalités très spécifiques qui sont des personnes qui veulent trouver des solutions elles-mêmes et qui vont être amenées à chercher des solutions et ne cherchent pas des excuses. Mhm. Elles se concentrent sur les solutions. Donc ça va peut-être être plus lent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas où chercher. Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, après, c'est la même chose avec la nutrition en soi. Parce que la personne, de la même manière, une personne qui, souvent, lorsqu'on me demande de coacher une personne, je lui dis clairement que tout ce que je vais t'apporter, c'est des choses que tu peux chercher et trouver par toi-même si tu vas sur les bons endroits. Ça va prendre beaucoup plus Dans de temps. l'absolu, une personne qui a besoin de perdre du poids, elle achète un livre de nutrition. Ouais. Tout est indiqué dedans, le rapport balance énergétique. Est-ce que ça va la faire perdre du poids? Absolument pas. Exactement. Parce que le problème n'est pas là en fait. Mm. Tu comprends? Mm. Donc du coup, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Ouais. Tu vois? Mm. Après, on peut pas dire qu'on a réponse à tout. Mais quelqu'un qui a une grande expérience sur la nutrition, une grande expérience sur la perte de poids et tout ce que tu veux, il va savoir où regarder plus rapidement. Ouais, Tu c'est vois? clair. C'est clair, c'est clair. Ok, écoute, du coup, dernier point. La motivation et la discipline. C'est quoi avoir une bonne discipline en nutrition et comment se motiver à avoir une bonne discipline en nutrition? Alors, avant que tu répondes, j'avais parlé du coup de ce que j'avais expérimenté avec ce sociologue et psychologue, c'est-à-dire de préférer sa zone de confort, c'est-à-dire de préférer manger un peu n'importe quoi ou manger mal ou manger peu ou manger trop, etc. plutôt que de faire cet effort parce qu'il considère que cet effort est trop important par rapport à sa sensation et à sa zone de confort. Je vois que ça, c'est une partie de la motivation et que la seconde partie, c'est cette envie, en fin de compte, d'atteindre son objectif. C'est-à-dire, il arrive parfois aussi qu'il y ait, tu vois, de la même manière qu'une roue motrice, il y aurait deux parties. Il y aurait la partie de pousser et la partie de tractation. Et la partie de tractation, ce serait justement cette envie d'atteindre un objectif, que ce soit un objectif physique ou de santé ou quoi que ce soit,
eh bien, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette envie, en réalité, cette envie n'est pas assez grande d'atteindre son objectif physique et d'arriver à son résultat. Et du coup, la première partie qui est, en fin de compte, la crainte d'être dans l'obésité, et la seconde qui est, en fin de compte, d'une certaine manière, l'espérance d'arriver à son objectif. Lorsqu'on n'en a pas ces deux choses-là, eh bien, on manque de motivation. Moi, c'est la théorie que j'ai eue, mais du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de ça et quel est selon toi, le meilleur moyen d'avoir de la motivation et de la discipline. Alors, la motivation n'existe pas, il existe des éléments motivants. Ça veut dire quoi la différence? La motivation, la personne pense qu'elle va se lever un matin, elle va avoir la motivation d'aller courir 20 km. Ça n'existe pas. Je connais personne qui se lève du jour au lendemain, et puis d'un coup, ça y est, c'est Superman. Elle peut s'entraîner 5 fois par semaine. Elle peut être amenée à vouloir courir, elle peut être amenée à vouloir s'entraîner. Non, ça n'existe pas. Par contre, si elle voit, au final, un potentiel résultat, donc un élément motivant, quelqu'un, par exemple, une copine à elle, sa meilleure copine, elle a perdu 20 kilos, elle vit sa best life, elle est amenée à se sentir bien, elle a un nouveau mec, etc. Et en fait, elle rayonne. Elle va se dire, waouh, je vais être comme elle. Je vais être comme elle. C'est un élément stimulant, c'est un élément motivant. Maintenant, la discipline de faire ce que son ami fait, c'est que est-ce qu'elle va avoir la discipline de se lever tous les matins, faire un peu de cardio, ou préparer les repas, ou être amenée à s'entraîner chez elle, tu vois, ou inversement après le boulot sans faire ça, ou à sa pause du boulot. Donc ça, c'est la discipline. Parce que ça ne sert à rien de vouloir le corps d'un athlète si on ne voit pas la vie qui va avec. Exactement. Ça n'a pas de sens. Donc, première chose, la motivation n'existe pas. On a des éléments stimulants, on a des rôles modèles. Et par exemple, moi, j'ai des rôles modèles dans plutôt pas le sport, mais plutôt dans le business. Et donc, c'est ça qui m'a amené là où je suis présentement. J'ai après des rôles modèles quand j'étais plus jeune dans le sport. J'aimais bien Van Damme, Stallone, Schwarzy. Ça me motivait à m'entraîner, simplement. Et après, je follow très peu d'athlètes sur Instagram parce que, hormis s'ils n'avaient pas de pharmacie, en fait, ils ne seraient pas ces athlètes-là. On y vient. Ce qui fait que, en fait, ça ne me stimule pas sur le faire. D'accord? Et donc, à travers ça, une personne qui va perdre du poids doit s'orienter sur des personnes qui ont réussi à perdre du poids et voir qu'est-ce qu'elles ressentent de cette perte de poids, comment elles se sentent, si elles sont heureuses, pas heureuses, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est très important d'avoir cet aspect-là de, eh bien, je ressens les bienfaits de cette perte de poids. Maintenant, le problème étant, c'est que quand tu es, mettons, thérapeute, coach sportif de haut niveau, etc., un travail de visualisation, c'est quelque chose que tu es sensible. Tu arrives à le percevoir. Mais une personne qui n'a jamais fait sport ou qui est amenée à être, voilà, totalement à l'opposé de tout ça, tu lui demandes de faire un travail de visualisation, une expérience mentale de comment elle se sentirait si elle était comme ceci, si elle était comme cela. Ben, si elle n'est pas très habituée, ça va être vachement compliqué. Oui, c'est sûr. Tu comprends? Donc déjà, de dire à cette personne-là, bon, j'aimerais que tu fasses une expérience mentale, que tu visualises tel ou tel truc. C'est vachement compliqué. Donc, il faut pas oublier, il faut se mettre au niveau des personnes qu'on a en face. Eh bien, cette personne-là, on va dire, ben, est-ce que par exemple, tu as une actrice que tu aimes bien, tu vois, ou est-ce que tu as un acteur qui aime bien? Parce que ce sont des choses qu'on est sensible en soi. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est facile de voir dans un film telle personne, etc. Il y a des films d'ailleurs qui sont hyper motivants. Donc ça, c'est quelque chose qui est perceptible. Et après, la chose étant, c'est d'essayer au plus juste d'être amené ces choses qui sont stimulantes, de dire, ok, cette personne-là, cet acteur, je kiffe, il est super bien foutu, il est amené à vraiment représenter le physique que j'aime, je vais imprimer une photo de lui, je le foutre dans ma salle de sport, de la motivation. Si, admettons, je kiffe Stallone, je vais mettre un poster de Rocky, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont des éléments stimulants.
Mais personne, je connais personne qui s'est levé un matin et qui s'est dit, hop, allez, je vais faire 16 km de course à pied. Mhm. Je suis motivé là aujourd'hui, là, lâche-moi, tu vois. Ça n'existe pas. C'est clair. C'est clair. Ça D'ailleurs, n'existe pas. j'aime bien dire que personne n'est motivé à faire la vaisselle. C'est-à-dire que, tu vois, lorsqu'une personne va faire la vaisselle, elle va le faire par discipline. Parce qu'elle sait que ça va engendrer des problématiques si elle ne la fait pas. L'habitude, quoi qu'il en soit. Et que si elle l'a fait, eh bien, ça va engendrer des bienfaits. De la même manière, en vérité, une personne qui fait du sport, elle doit le faire par discipline. Ouais, je fais plus une analogie par rapport à un jardin. Un Ouais. jardin, si tu l'entretiens un petit peu tous les jours ou un petit peu chaque semaine, eh bien, c'est simple. Ouais. Maintenant, un jardin, si tu attends 6 mois avant de couper, mettons l'herbe avant de couper, machin truc, eh bien, c'est pas un ciseau qu'il va te falloir, ce n'est pas, on va dire, un rotophile, c'est un tracteur. Mm. Donc, plus tu laisses le problème s'installer, plus ce problème sera en fait indélogeable. Et plus tu auras du mal à être discipliné en fin de compte. La discipline, c'est pas ça, c'est que l'effort du changement sera énorme, que ta discipline que tu n'as jamais eue, en fait, c'est impossible. Donc, il faut que tu aies un élément tracteur. Par exemple, quand j'ai des clients qui ne font rien, je suis tout le temps, chaque semaine, à les appeler ou à les réécrire parce que je sais qu'ils ne font rien. Donc, je suis tout le temps le gendarme derrière l'épaule qui va vérifier s'ils font ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. Mais d'eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils n'ont jamais eu eux-mêmes par nature de faire les choses comme ça. Donc, il faut qu'il y ait un élément tracteur à côté d'eux. Ouais. Comme tu as des personnes, si, admettons, X ou Y coach n'est pas avec eux en présentiel, ils vont pas s'entraîner. Alors que moi, par exemple, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de moi pour m'entraîner. Je m'entraînais, regarde, il est quelle heure, rien. Allez, je m'entraînais, tu vois. Je peux avoir quelqu'un qui me dit, allez, pousse tes poids. Donc, en fait, tu as des profils très différents, mais tu as des personnes qui sont simplement dans l'incapacité de faire les choses. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait un élément moteur. Donc là, il n'y a même pas une question de motivation, de discipline. Il faut qu'il y ait un tracteur à côté. Ouais. Tu vois? Mais ça, on ne peut le savoir qu'à l'instant T quand tu fais les choses. Tu ne peux pas le savoir en fait en amont. C'est par expérience. C'est que au bout de certaines, par exemple, consultations, certaines semaines où on voit que les choses n'avancent pas, qu'il faut être à base de dire, ok, donc cette personne-là, quoi que tu fasses, quoi que tu lui dises, elle n'avancera pas. Dans ce cas-là, tu vas lui mettre un peu une pression derrière, de pression de résultat, qui peut être un élément stimulant. Mais des fois même ça ne suffit pas. Tu vois? Quand j'appelle quelqu'un qui est juste pour s'entraîner, ah, tu t'es entraîné bien cette semaine? Quand tu t'es entraîné les derniers jours? Ouais, je me suis entraîné 7 fois. Ah bon? Et tu t'es entraîné quel jour? Lundi, jeudi. Bon, en fait, tu t'es entraîné 2 fois en 10 jours. Tu vois? Alors que tu donnes tous les protocoles d'entraînement, tu lui dis comment s'organiser, mais ils sont dans l'incapacité de passer à l'action. C'est pareil pour la nutrition? À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pas parce que tu fais un plan alimentaire à quelqu'un, même si tout est nickel, qu'il va le faire. Donc, quand tu dois faire perdre du poids à quelqu'un ou prendre du poids, ce que tu veux, au final, entre les personnes qui te demandent de travailler avec elles, les faits que tu lances les choses et que ces personnes par la suite ont une réussite globale, c'est pas une majorité. Parce que ces personnes sont dans l'inconfort du changement ou bien sont dans l'incapacité de passer à l'action. Ouais. Oui, ou bien, il faut comprendre que dans la vie, eh bien, on peut se blesser, on peut avoir des problèmes de couple, les enfants dorment pas bien, au boulot ça ne va pas. Mais le problème, c'est que tous ces éléments-là font partie de la vie. Il faut pas penser que changer demande d'avoir une autoroute de liberté devant nous. Ça n'existe pas. Il faut faire avec des problèmes de la vie. D'où le fait que d'être accompagné par quelqu'un permet de faciliter ces étapes. Ouais. Tu comprends? Tu n'es pas seul. Tout à fait, tout à fait. Et voilà qui conclut notre podcast. Alors, quelques informations. Déjà, je poste ce podcast très tard, car malheureusement, j'ai eu quelques
quelques péripéties qui ont fait que j'ai pas pu poster plus tôt. Ensuite, je trouve qu'il est super intéressant, notamment pour les personnes qui ont des problèmes psychologiques, et c'est souvent le cas en vérité. J'ai géré pas mal de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Je ne suis pas du tout le plus bien placé, le meilleur pour pouvoir gérer ce genre de problème, même si, walillahi alhamd, j'ai toujours su gérer, m'adapter et pouvoir donner des éléments de réponse aux personnes qui ont ces problèmes-là. Mais il y a des spécialistes dans tous les domaines et ce n'est pas du tout ma spécialité. Je ne suis pas spécialiste de cela, de la même manière que, disons, Frédéric Delavier n'est pas spécialiste en nutrition. Quoi qu'il en soit, faites-vous aider, je pense que c'est la meilleure parole pour conclure ce podcast-là. Faites-vous aider, ce genre de soucis-là. Le problème, c'est que lorsque l'on est seul, même si on a fait une période de coaching, s'il est pas géré, mal géré ou géré à moitié, on va revenir vers nos travers. J'ai beaucoup de personnes que j'ai coachées qui sont malheureusement démunis par leurs sentiments lorsqu'ils sont seuls. C'est tout un travail à faire de leur faire comprendre ce qu'est la nutrition et c'est tout un domaine psychologique très particulier. Donc voilà, je vous laisse avec ces paroles-là et si vous voulez un coach, j'en connais un qui est en train de parler actuellement. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.